présente rapidement et puis le sujet du débat, juste pour vous dire, en fait, on a comme souhait dans notre région d'enrichir nos connaissances et même se former nous-mêmes par le débat dans un certain nombre de sujets pour pouvoir être plus pertinent ensuite dans nos propositions. On a déjà eu un sujet où on a fait venir ici un promoteur du revenu universel. Donc pour discuter avec des syndicalistes, c'était très drôle et c'était très intéressant aussi. On a aussi fait venir une personne du CEVIPOF sur la question de la méfiance vis-à-vis de toutes les personnes qui sont des représentants, donc politiques comme syndicaux, puisqu'on est victime de la même méfiance d'une certaine manière. Et la dernière fois, c'était notre inauguration, on avait notre secrétaire général. Je me souviens d'une de ses remarques, et ça peut faire un peu une forme d'introduction pour une discussion, où il disait quand un couple s'endette pour acheter une maison sur 20 ans, c'est beaucoup plus que ses revenus annuels, et pourtant c'est un drame pour personne. Il faut donc envisager la dette au regard de ce que ça apporte ou pas. Nous, on est un syndicat de dialogue, et donc on est ravis de pouvoir accueillir une discussion entre du coup monsieur Orsono qui est on dit président de la CPME de Savoie. Exactement. On accueille aussi Michael Zemmour qui est du coup économiste, professeur à Lyon 2 et à Sciences Po Paris, c'est ça? Chercheur associé à Sciences Po. Voilà. Sur le sujet du coup de ce financement de la protection sociale, il y a plusieurs questions qui se posent. Les recettes qui viennent seulement du travail, alors qu'on voit bien que notamment la question du capital pourrait être évoquée, notamment dans une ère où on est dans une autre révolution industrielle, où il y a, via l'intelligence artificielle, d'abord, comme toutes les révolutions industrielles, une chute de l'emploi, avant envisager que de nouveaux emplois se créent, on voit bien ce que ça donne, et donc c'est une question qu'on peut se poser. L'impact sur les entreprises de ces cotisations sociales, on entend régulièrement les organisations patronales, alors parler d'abord de charges, plus que de cotisation, mais je comprends, c'est une question de budget aussi. Et donc l'impact là-dessus, savoir est-ce que ça a un impact, quelle importance ça a pour vous, et puis de voir derrière la possibilité du coup au niveau budgétaire, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Une dépense, quand bien même ce serait une baisse de recettes, ça reste une dépense, qu'elle permet à la protection sociale de fonctionner, sous quelle mesure, et puis voilà. Moi ce serait peut-être intéressant, je sais pas, on n'a pas prévu d'ordre, hein, donc peut-être vous nous dire à quoi ça vous sert, vous, peut-être ces baisses d'exonération de cotisation sociale. Est-ce que ça vous permet vraiment de fonctionner ou est-ce que ça vous permet de dégager des bénéfices différents? Bonjour et tout d'abord, et merci de m'avoir invité. Moi je suis dans le dialogue, donc ça tombe bien. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas le même cursus, moi je suis autodidacte, je suis à mon compte depuis 18 ans et donc je vais parler en bon père de famille et en chef d'entreprise qui petit à petit, jusqu'ici les planètes se sont alignées et font qu'on a pu passer d'un effectif de 3 personnes et demie à une petite trentaine. Quand je représente la CPME, je représente aussi des entreprises, des TPE, des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être des sujets sur lesquels je ne serais pas à même de vous répondre puisque on ne représente pas les entreprises du CAC 40, hein, très clairement. Avoir un avis quand même. Ah mais ça n'empêche pas d'avoir un avis et ça n'empêche pas de partager. Surtout, je commencerai mon propos. Aujourd'hui, tout le monde envoie des chiffres. J'ai eu l'occasion d'assister à une conférence ce samedi matin sur justement la vérité post-vérité. Et c'est vrai que tout le monde envoie des chiffres. Mais réellement, je pense que tous ceux qui sont autour de la table, comme tous ceux qui sont absents aujourd'hui, très peu vont pouvoir les vérifier. Et quand je dis de pouvoir les vérifier, c'est d'aller vraiment au fond des choses. Donc c'est pour ça que ça aussi je le dis parce que aujourd'hui, quand vous êtes à la tête d'une entreprise, les chiffres, ils sont là. C'est une valeur absolue. Vous avez vos états bancaires. Vous voyez ce qu'on vous prélève. Et vous voyez bien si, effectivement, ça joint ou ça ne joint pas. En tout cas, dans une entreprise aujourd'hui, quand le chiffre d'affaires n'est pas au rendez-vous, on ne propose pas systématiquement d'augmenter les prix pour combler le trou qu'on est en train d'effectuer. Ça, c'est déjà une première chose à comprendre. Je vois d'un œil intéressant le fait que on flèche de manière exactement comme on le fait en entreprise, de manière plus sérieuse et plus réfléchie, les dépenses pour dire est-ce que ces dépenses sont absolument indispensables ou pas. Alors effectivement, évidemment que j'avais préparé un ou deux chiffres. En 2023, le budget, c'était 888 milliards d'euros pour la protection sociale. Donc répartis évidemment, accident du travail, retraite, chômage, santé et famille, globalement. De ce chiffre,
au travers des chiffres que j'ai pu lire et qu'on a pu me commenter, on est déjà 5% au-dessus d'une moyenne européenne. Bon, quand on a dit ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Là encore. Mais pour autant, ça veut dire qu'il y en a qui font avec moins et qui s'en sortent. La position, en ce qui nous concerne, au niveau de la CPME et au niveau national, c'est pas seulement à savoir, c'est qu'il est évident que l'entreprise doit se faire la charge des accidents de travail, doit se faire la charge de l'assurance retraite, c'est évident. Sur la famille, je vais être beaucoup plus mitigé. Sur la santé, il y a des choses qui nous incombent directement et d'autres sur lesquelles je les trouve discutables. Je vais juste ouvrir une parenthèse où je suis désolé, je suis sûr que je vais faire bondir peut-être les 3 quarts de la table, mais c'est pas bien grave. En soi, je vais surtout me tenir à ce qui m'intéresse et ce qui m'anime. Quand aujourd'hui, j'ai 3 arrêts de travail de plus de 18 mois et que je vois que ces personnes ont cumulé du congé pendant 18 mois, je m'interroge. Je considère qu'il y a des maladies qui mériteraient un congé, effectivement. Je vais parler de maladies graves, comme un cancer ou quand on a une chimio, effectivement, on est pris en psychiatre mûr. C'est pas évident. Pour autant, il y en a d'autres, quand je les vois s'animer sur les réseaux sociaux autour d'un barbecue, je me demande vraiment pourquoi il y a du congé payé en plus. Voilà. Donc, mais pour autant, j'en fais pas une généralité, attention. Là encore, ce qui va être important pour moi, ça va être de lutter aussi contre l'absentéisme, parce qu'il y a de plus en plus d'absentéisme. Et quand je vois qu'aujourd'hui, à nouveau, on nous propose de prendre en charge les 3 premiers jours de carence, évidemment, on n'est pas d'accord. Par ailleurs, tout à l'heure, a été évoqué sur la question de la grève la dernière fois, le fait qu'il y a de plus Laquelle? Du 18 septembre. D'accord. Nous, c'est la seule où on a appelé. Notamment le fait qu'il y avait des primes d'assiduité dans les entreprises, qui fait que si un jour on fait grève, on perd la prime pour le mois, et que c'était quand même une façon un peu compliquée de gérer. C'est très intéressant ce que vous dites là, parce que moi, la question que je me pose, j'ai racheté une petite structure il y a 4 ans en arrière, et quand je suis arrivé, après la reprise, j'ai un collaborateur qui me dit, disons, je comprends pas, ma prime qualité a disparu. Je lui dis, ah bon, puisqu'il y avait une prime qualité. Il me dit, oui, parce que tu... Et là, un des anciens dirigeants qui était là me dit, bah écoute, à une époque, c'est vrai que le travail était moyennement bien fait, donc on a mis en place une prime qualité. J'ai dit, c'est formidable. J'ai dit, donc, bah, invitons tout le monde à pas faire son travail comme c'est marqué dans son contrat, et puis comme ça, on va faire fleurir des primes qualité. Donc, prime d'assiduité pour des gens qui ne viennent pas au travail, à quel moment dans un contrat de travail, on dit aux gens de pouvoir se permettre d'être absents et finalement leur donner une prime parce qu'ils sont là. Enfin, c'est ce genre de questions que je me pose. Alors attention, et là encore, je ne suis pas dans la provocation. Aujourd'hui, moi j'ai 30 collaborateurs, j'ai très peu de turnover. La personne prend un jour de congé, un jour de grève, il n'est pas payé. Non, mais je crois que, je crois que le monsieur dit le contraire, parce que si on augmentait les salaires au lieu de faire une prime d'assiduité de la même hauteur, la personne, elle aurait un jour d'absence, elle aurait un jour d'absence. Je crois que c'est pas contradictoire. Là. Du tout. Voilà, je me pose toutes ces questions comme vous, mais je suis prêt à débattre, je vous écoute. Hein, Le but, c'est qu'on laisse intervenir nos invités, et après, on discutera tous ensemble. Et puis on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord, c'est ça l'intérêt d'une discussion. Mickaël, du coup, moi j'ai entendu plusieurs choses. Il y a des dépenses potentiellement utiles ou pas utiles. Ça va autant sur la question de la dépense publique que sur les aides aux entreprises d'ailleurs. Est-ce que c'est une dépense utile ou pas? Et puis sur la question de est-ce qu'on doit séparer finalement les 5 branches de la sécurité sociale sur la partie cotisation sociale? Et dans ce cas-là, où est-ce que c'est financé? Il y a aussi le sujet. Et puis bien sûr, tout ce que tu as envie de dire d'autre, pas de problème. Bonjour à toutes et tous, merci de l'invitation. Parce que la discussion entre organisations, elle est plus traditionnelle, entre organisation de salariés et organisation d'employeurs. Moi, je suis un peu sur un plan différent. Sur le financement de la protection sociale, parce que c'est le sujet que tu avais bien voulu me donner pour préparer la réunion. Tu as introduit un petit peu la question en disant qui doit payer? Et je voudrais essayer de recadrer un peu la discussion et peut-être de rebondir sur l'histoire des on fait plus, on fait moins qu'ailleurs, etc. On a un raisonnement très général qui dit on doit réduire le déficit public. Tout le monde est d'accord. La plupart des économistes sont d'accord. Réduire le déficit, ça implique de se mettre d'accord sur un rythme et, dans des parts à déterminer, d'augmenter les recettes ou de diminuer les dépenses. Parce que là, on est à peu près d'accord. Et ensuite, le Premier ministre, dans sa tribune, par exemple, au Parisien, dans son interview, dit « On a déjà le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe, donc on ne peut pas les augmenter. Du coup, il faut couper les dépenses. » Et cette partie-là du raisonnement, ce syllogisme, ça a le droit d'être sa position politique, hein, mais ce n'est pas un raisonnement économique consistant, parce que on ne peut pas tirer ni du niveau de prélèvement obligatoire au niveau national agrégé une
signification économique qui serait qu'on aurait atteint un maximum ou que c'est pas supportable. Ça veut dire d'autres choses, mais ça veut pas dire ça. Aucun raisonnement économique peut dire qu'il est normal de privilégier la coupe dans les dépenses plutôt que la hausse dans les recettes. En fait, le raisonnement économique un peu standard, c'est de dire ok, faites-moi une liste des mesures d'économie possibles en recettes et en dépenses, et puis on va voir lesquelles produisent quel effet, lesquelles ont des effets les plus dommageables, etc. Et donc cette espèce de primat qui est aujourd'hui le primat actuel sur la baisse des dépenses, non seulement il ne me paraît pas très fondé économiquement, mais en plus on voit bien que ça râpe, pour une raison assez simple, c'est que, pour aller vite, hein, du côté de l'État, la ceinture est serrée depuis une bonne dizaine d'années, c'est-à-dire que s'il y avait des marges de manœuvre, elles ont déjà été fortement entamées, et notamment du côté de la masse salariale. Et vu les mesures d'économie qui sont envisagées, vu les ordres de grandeur, on ne peut pas faire la même chose avec moins. Je ne dis pas que c'est jamais possible, nulle part, et d'ailleurs je n'en sais rien, mais vu les ordres de grandeur d'économie qui sont envisagés, c'est nécessairement faire moins ou renoncer à des missions du côté des dépenses. Et donc là, il y a un débat politique, est-ce qu'on veut faire moins et renoncer à des missions? Mais l'idée de on va faire des gains d'efficience en faisant la même chose avec beaucoup moins côté des dépenses, j'y crois pas trop. Je reviens du coup sur la partie qui nous intéressait, qui est la protection sociale. Est-ce qu'on fait plus qu'ailleurs? En gros, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on fait plus et qu'est-ce qui pourrait se passer différemment? Si on regarde, d'abord, si on prend le niveau des dépenses sociales ou type parti, puis il y a un secteur où on fait plus qu'ailleurs, c'est la retraite. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'en France, les retraites sont essentiellement socialisées, publiques, quoi. Et que dans la plupart des pays européens, on a un étage de capitalisation, souvent obligatoire mais pas toujours, qui n'est pas compté comme de la dépense publique et qui n'est pas compté comme des prélèvements obligatoires. Donc déjà, ça brouille complètement la comparaison parce que vous avez plein de pays, je ne sais pas, la Suède par exemple, vous avez des cotisations qui ne sont pas comptées comme des cotisations. Du coup, bon, ça brouille un peu les compteurs. Mais même si on met ça à part, effectivement, le système de retraite français est un peu plus protecteur qu'ailleurs. Est-ce qu'il est un peu trop? Moi, je ne dirais pas ça. On peut même discuter du niveau, des pensions, de l'âge, etc. Il est un peu plus protecteur qu'ailleurs, et quand on regarde dans le détail, on ne part pas beaucoup plus tôt, peut-être un peu plus tôt. Le niveau de vie des retraités est un peu supérieur au niveau de vie moyen, mais ça ne se passe pas tellement en haut, ça se passe plutôt en bas. On a un minimum vieillesse qui est plutôt un peu plus protecteur que dans d'autres pays où il y a plus de retraités pauvres. Et du côté des populations de cadres, les derniers chiffres que j'avais vus, des comparaisons France-Allemagne, etc., disaient qu'en gros, le niveau de vie des retraités cadres dans les pays où il y a moins de retraite publique et plus de capitalisation est à peu près le même parce qu'en gros, ils s'en sortent. Mais du coup, l'écart se fait plutôt sur le niveau des inégalités et plutôt du côté des basses pensions. Donc, côté des retraites, on fait un peu plus qu'ailleurs. Sur le reste, pour aller vite, pas tellement. Minima sociaux, bof. Famille, on est plutôt bas. On a un taux de pauvreté des enfants de plus de 20%. C'est un problème monumental. Santé, c'est un peu plus dur à détailler. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres très détaillés, mais on n'a pas beaucoup plus de... Les dépenses de santé par habitant ne sont pas plus élevées qu'ailleurs. Elles sont beaucoup moins élevées qu'aux États-Unis, mais qui est un pays pathologique. Mais même par rapport à l'Allemagne, on est plutôt en dessous. Et du coup, ça m'amène peut-être au sujet de la discussion, c'est toutes ces fonctions-là, dans un pays riche, santé, retraite, famille, etc., de toute façon, il faut y faire face. De toute façon, il faut y faire face, et dans tous les pays, on y fait face. Donc, la particularité de la France, c'est qu'on a choisi d'y faire face de manière socialisée. C'est-à-dire que la couverture de santé, elle est obligatoire, elle est désormais universelle, et donc les médicaments, les remboursements de médecins, les congés maladie, on les paye collectivement. Il y a d'autres pays, on peut prendre la Suisse, les États-Unis par exemple, où la couverture n'est pas universelle, ou alors ça ne concerne pas tous les boulots, et donc ça peut être obligatoire au niveau de l'entreprise, par accord d'entreprise ou de branche, ou alors carrément individuel. Mais de toute façon, c'est les salariés qui se les payent à eux-mêmes. Et donc, c'est les employeurs qui les payent aux salariés. Finalement, les marges de manœuvre qu'on a, il y en a deux, hein, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un système qui est plus ou moins efficace que l'autre? Et donc, il y aurait du gâchis parce qu'on fait du public ou du gâchis parce qu'on fait du privé. Et le deuxième marge de manœuvre, c'est le niveau de prise en charge et les inégalités. Il y a clairement des pays où la couverture santé est beaucoup plus inégalitaire qu'en France, par exemple. Parce qu'il y a des gens qui sont aux marges de la couverture santé, très nettement. Donc les marges de manœuvre qu'on a sont celles-là. Et du coup, sur le mode de financement, parce que tu as commencé à introduire un petit peu là-dessus, historiquement, la France avait un mode de financement
essentiellement basé sur la cotisation sociale, employeurs et salariés. On était à plus de 80% des dépenses de protection sociale financées par cotisation au début des années 80. Ça a énormément baissé. On est en dessous de 50% maintenant. Ça a baissé pour plein de raisons, mais les deux grosses, c'est la CSG, qui n'est pas vraiment une cotisation, mais qui est pas loin quand même, qui a beaucoup augmenté. Et les exonérations de cotisation employeur, qui sont un effet massif. En gros, c'est l'État qui dit aux employeurs, on va payer une partie de vos cotisations à votre place, pour un montant considérable, 40% au niveau du SMIC aujourd'hui, enfin 40 points de cotisation au niveau du SMIC. Et ces parties-là, donc notamment toutes ces exonérations de cotisation employeur, donc les recettes, on a cotisation, en gros une moitié, CSG et TVA. La TVA, il y a une bonne partie des recettes de TVA qui vient remplacer les cotisations qui ne sont pas payées par les employeurs. Et donc, il y a des débats, c'est le sport national en France, de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur mode de financement si on mettait un peu moins de cotisations, un peu plus de TVA, un peu plus de CSG, de taxes sur le capital, des taxes sur les robots, etc. Est-ce que finalement, on n'aurait pas, vous savez, c'est comme le même sur Internet, là, le monde avec un autre financement de la protection sociale, ça serait super. J'ai tendance à penser que ça fait 30 ans qu'on fait ce sport-là, pour des résultats faibles ou nuls, parfois même très coûteux pour l'État. En gros, toutes les recettes de TVA qu'on met là-dedans, on ne les met pas dans l'école. Et que le vrai niveau de discussion, c'est face à des besoins qui augmentent, est-ce qu'on augmente les recettes, toutes, et à la limite, on peut discuter lesquelles. Est-ce qu'on les gèle? Et si on les gèle, ça va tirer, parce que des recettes qui ne bougent pas avec des besoins qui augmentent, soit on est moins bien soigné, couvert, soit on privatise. Ou alors, est-ce qu'on les baisse? Et il y a une tendance qui est déjà à l'œuvre marginalement, mais qui est de proposer aux salariés, que ce soit au niveau national ou au niveau des entreprises ou des branches, du cash contre de la désocialisation. La prime Macron, c'est exactement ça, mais on a plein d'autres exemples. Voilà, et donc on est à peu près à ce niveau-là. Et du coup, sur le bon mode de financement, dans votre entreprise, mais ce n'est pas une seule entreprise, dans toutes les entreprises, finalement, la prise en charge des enfants, ça va retomber sur les actifs. Donc soit via les allocations familiales, soit via des salaires. Et s'il y a moins d'allocations familiales, j'espère bien qu'ils vont demander plus de salaires. La prise en charge des dépenses de santé, imaginons, on me disait, on ne veut pas prendre les jours de carence. À un moment donné, soit c'est la Sécu, soit c'est la complémentaire, enfin la prévoyance qui est payée au niveau de l'entreprise, soit c'est les salariés de leur poche. Donc après, il y a des choses qu'on peut prendre en compte, pas prendre en compte, etc. La retraite, c'est le même schéma. Enfin, vous avez compris l'idée. Quand on compare les pays qui n'ont pas le même système que nous avec le nôtre, si vous prenez les États-Unis, qui est une caricature, mais ça permet de bien comprendre, soit vous avez les emplois où il n'y a pas de couverture, et on commence à en avoir en France, sauf qu'on appelle ça de l'auto-entreprise, c'est-à-dire des choses qui dérogent au SMIC, à la législation sociale, où la couverture, il y en a une, mais elle est beaucoup plus faible. Soit vous avez des emplois couverts, et en fait ça coûte super cher. Ça coûte même parfois plus cher qu'en France, parce que les compagnies par lesquelles on passe, elles doivent se financer, etc. Diagnostic, il n'y a pas de formule magique, il y a des arbitrages à faire. Je suis d'accord avec des arbitrages. Je ne pense pas qu'il y ait de gisement d'économie majeur du côté de la protection sociale. Peut-être du côté de la santé, en régulant l'offre de soins, il y aurait des trucs, mais on ne va pas devenir un milliardaire comme ça. Et moi, je suis plutôt dans une discussion inverse, qui est de dire, dans un monde où les augmentations de salaire dans les 20 prochaines années s'annoncent moins fortes que dans les 40 dernières, pas les 10 dernières, les 10 dernières étaient pourries, mais celles d'avant, et peut-être qu'on va avoir besoin de plus de sécurité collective. Et si c'est ça, ça veut dire qu'il faut aussi se préparer à augmenter la sécurisation des retraites, de la santé. On pourrait rajouter là-dedans l'école, l'autonomie, la dépendance, bien sûr, et l'autonomie en général. Et puis, si on sort de la protection sociale, je rajouterais l'école, la transition écologique, l'enseignement supérieur, mais l'école qui est dans une crise majeure. Bon, je suis désolé, j'ai fait très long, mais voilà. C'est intéressant aussi. Moi, j'ai juste des questions par rapport à ça. C'est qu'au moment où il y a eu le débat sur la réforme des retraites, on avait reçu un organisme de prévoyance qui nous disait, nous, si on décale de 2 ans l'âge de départ à la retraite, on va augmenter de 15% nos cotisations de prévoyance. Parce que c'est les dernières années les plus risquées. Donc, et ce qui faisait, du coup, quand on entendait l'État qui disait on ne va pas augmenter les cotisations, finalement, en décalant l'âge de départ, on n'augmente pas les cotisations de l'État, mais finalement, c'est la prévoyance qui va augmenter pour un coût équivalent, finalement, pour les entreprises, sauf que c'est privatisé, au lieu d'être socialisé, c'est ça le mot. C'est d'ailleurs probablement la principale raison pour laquelle
quand ils ont fait la réforme des retraites, ils ont ouvert une porte de sortie unique. Si vous êtes en invalidité, là oui, vous pouvez prendre la retraite pour pas charger les organismes de prévoyance. D'accord. Il y en a qui ont obtenu gain sur leurs revendications. Et de la même manière, quand on entend le gouvernement qui dit on va pas augmenter les impôts, mais on réfléchit à une TVA sociale, j'ai du mal à comprendre ça aussi. Et donc du coup, voilà, vous de votre côté, notamment, payer la prévoyance plus cher ou finalement accompagner des personnes plus tard. Et voilà. Vous pouvez bien sûr réagir à... Non, mais on réagit. Allez-y. J'ai pas autant d'éléments que monsieur en a. Je reviens toujours, moi, sur des choses assez pragmatiques. On ne va pas critiquer ou dire c'est bien, c'est mal le gouvernement actuel. Je crois que depuis qu'il est en place... Surtout qu'il n'y en a pas. Voilà, non mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'on a vu 6 premiers ministres. Ouais. Quand on parle aujourd'hui de voter des budgets, d'avoir des réflexions, aujourd'hui tout le monde est dans le néant. Que vous soyez entreprise privée ou entreprise publique, on est dans un néant le plus total. Dans ce cadre-là, à un moment donné, comment on flèche et comment on a envie d'investir? En fait, comme on ne sait pas où on va, tout le monde est sur une dynamique de protection. Donc ça déjà, c'est la première problématique. Ensuite, je reviens aussi sur le fait que quand je parle de charges, vous savez, quand j'ai pris mon entreprise, c'était en 2008. Généralement, quand vous reprenez une entreprise, on fait tout de suite un état des lieux. Qu'est-ce qui coûte quoi? Et j'arrive sur le budget complémentaire, maladie, qui à l'époque n'était pas obligatoire à 100%. Et là, j'avais deux options en fait, ou faire 15% d'économie, ou garder le même budget et augmenter la couverture. Je suis désolé, mon choix était effectivement d'augmenter la couverture. Parce qu'aujourd'hui, à un instant où aussi on dit il y a du turnover dans les entreprises, le turnover il n'arrive pas tout seul. Vous savez, je vends du mobilier de bureau, donc quand à un moment donné, dans les premiers drames de France Télécom à l'époque, on disait tiens, le mobilier, ça va faire en sorte que les gens soient mieux. Les gens ne sont pas mieux parce que le mobilier est de bonne qualité. Les gens sont mieux parce qu'ils sont respectés dans un organisme. Donc, quand vous commencez à montrer des signes et à donner des signes à vos collaborateurs en disant tiens, j'étais pas obligé de faire ce que j'ai fait, mais j'ai augmenté la complémentaire sans que ça vous coûte rien et je couvre à 100%. Là, les collaborateurs, ils commencent à réfléchir. Quand aujourd'hui, je mets par exemple un CE pour tous, que je vais aller chercher à l'extérieur puisque la taille de mon entreprise ne le permet pas, là encore, mes collaborateurs intègrent qu'on est là pour aller ensemble dans le même sens. Et là, aujourd'hui, une chose qui sera importante, c'est parce que les pouvoirs politiques aujourd'hui, soit de gauche, de droite, de gauche, peu m'importe. Ce qui m'intéresse, c'est que tous prennent bien la mesure de l'importance de l'entreprise dans la société. Et d'arrêter de prendre un parti pris systématique, les patrons sont des voyous, etc. Enfin, il n'y a pas de patron voyou, il n'y a pas de salarié voyou, il n'y a pas une caste, il n'y a pas des médecins. Il n'y a pas de médecins Il y en a, mais ce n'est pas une généralité. qui donnent des arrêts maladie sans justification. En fait, il n'y a pas des hommes bons et des femmes. Non, il y a un être humain, d'une manière générale, qui, dans son ADN, est bon ou est mauvais. Déjà, ça commence comme ça, le respect des autres. Et dans l'éducation. Tout à l'heure, on parlait d'éducation. Moi, quand je vois aujourd'hui le nombre d'arrêts de travail pour un mal de dos, il y a une chose toute simple qui s'appelle les gestes et postures. Une fois de plus, c'est de la formation qui vient en entreprise. J'étais gamin à Saint-Priest, et là, chaque fois que j'allais chez le rhumato, parce que je me suis cassé 2-3 articulations, avant de repartir de chez lui, il me disait comment on se lève le matin, comment on lace ses chaussures. Il y avait réellement une éducation dès le plus jeune âge, et à l'école et avec les jeunes, de dire voilà ce qu'il faudrait faire, plutôt que d'agir sur les conséquences, d'accord, de s'attaquer directement aux causes. Non mais la prévention, je parle de la prévention déjà quand vous êtes à l'école primaire. Je ne parle pas de la prévention systématique en entreprise. En gros, toutes les lacunes aujourd'hui qu'on a en fin de chaîne, c'est pas compliqué. C'est à l'entreprise de les régler. Aujourd'hui, en termes d'éducation, moi je suis pour que dans l'éducation, il y ait des nouveaux programmes. Je suis pour aller, et je le fais assez régulièrement, aller échanger avec des élèves. Mais c'est pas seulement, vous voyez, un emploi quand on est en troisième. Vous avez le fameux stage d'une semaine. Il y a deux façons de faire les choses. Ou vous recevez un élève, et de la même manière que vous respectez vos collaborateurs, vous le recevez dignement, d'accord? Pendant 5 jours, il va faire 5 choses différentes. Vous n'allez pas lui faire les archives avec une petzel, parce que c'est pas comme ça que vous allez lui donner le goût du travail. Non, vous allez lui montrer, nous, dans notre boîte, vous pouvez être architecte, vous pouvez être commercial, vous pouvez être livreur, et il n'y a pas de saut métier. Alors moi, de mon temps, on disait, ah, tu sais, si t'es pas bon, tu vas aller en CPPN. Aujourd'hui, c'est les SECPA. Mais aujourd'hui, surtout, qu'on dise bien à un soudeur, à un boucher, un charcutier, un traiteur, à tous les métiers, d'accord, qui sont les bienvenus et que chacun fasse un métier où il ne regarde pas sa montre et il prend plaisir. Et ça, aujourd'hui, on ne le fait pas.
On ne le fait pas et c'est un problème d'éducation, une fois de plus. Et je vous passe la parenthèse des parents frustrés qui auraient voulu jouer au foot comme Zidane, qui ont toujours été des quiches sur un terrain, mais pour autant, sur le bord, sont en train d'expliquer le boulot à l'entraîneur. Donc en fait, il y a un phénomène de société d'une manière générale où je dis, il faut reprendre toutes les bases. Et le savoir-vivre ensemble, c'est tout. Alors, avant qu'on fasse un tour, il y a plusieurs choses. D'abord, en général, quand il y a un problème quelque part, il y a quand même beaucoup d'endroits où dans les collectivités locales, où quand il y a un problème dans la société, ça retombe sur le service public. Il y a une partie dans l'entreprise, j'en doute pas. Et puis, il y a aussi autre chose, à mon avis, par rapport à ça, sur ces sujets-là, qui est que, moi je le vois, on a beaucoup d'échanges avec des chefs d'entreprise, autour de la valeur du travail, de la culture d'entreprise, des choses comme ça. Mais on a aussi des générations qui ont vu et qui voient encore des gens qui ont fait 30 ans de boutique et qui ont été virés comme ça. Et donc forcément, ça ne construit pas la confiance commune, quoi, pour parler du vivre ensemble. Ça ne construit pas ça. Il y a des gens virés en fin de carrière comme des malpropres, et il y en a beaucoup, avec beaucoup de choses comme ça. Je vais juste vous parler d'un collègue qui est sur un plan social en ce moment dans la chimie, qui est en face de moi, et globalement, à qui la personne payée par la boîte, rubis sur l'ongle pour faire le plan social, lui a dit les yeux dans les yeux, on n'est pas là pour parler d'éthique ou de morale, ça sera que de l'économie, et donc si je dois virer du monde, je virerai du monde. Donc forcément, c'est aussi une culture qui a changé dans l'entreprise. Il n'y a pas que du côté des salariés. Donc ça, c'est important. Dans une catégorie d'entreprises. Certaines entreprises. Et donc justement, moi, c'était aussi ma question. Vous dites les petites entreprises. Moi, je pense qu'il y a quand il y a des entreprises avec quelques salariés sur le terrain, avec, on va dire, aussi une capitalisation de l'entreprise qui est un peu différente, c'est pas exactement la même chose que l'argent qui est déversé sur les 221 milliards. Il y en a quand même, ou 211, je ne sais plus par là, enfin, beaucoup. Il y en a, à mon avis, un grand volume qui arrive, un peu comme à l'époque du CICE, vers des entreprises non délocalisables et qui versent des dividendes de manière très importante à leurs actionnaires. D'ailleurs, on n'en a jamais autant versé en France. Donc, d'une certaine manière, il y a des dettes dans notre pays et on n'a jamais versé autant d'argent aux actionnaires. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part là de répartition de la richesse produite? Et de ce point de vue-là, j'ai une proposition à formuler. Donc, je vous la formule à tous les deux. Est-ce que, à chaque fois qu'il y a des exonérations de cotisation dans une entreprise, est-ce que ça aide l'entreprise à se surmonter? Mettons, on a donné 1 000 € à une entreprise. C'est toute petite. Hein. C'est pour être dans des chiffres que je comprends. D'accord? Donc, on a donné 1 000 € à une entreprise. Si elle fait 500 € de bénéfices, bon, bah, l'aide, elle a été utile à cette entreprise. Si elle fait 10 000 € de bénéfices, on pourrait commencer par lui demander de rendre les 1 000 qu'on lui a donnés, parce qu'il y en reste quand même 9, et qu'au final, ce serait remettre dans le budget de l'État. Et on pourrait trouver des modes, mais pour récupérer de l'argent, qu'on aide des entreprises qui sont en difficulté, je comprends. Mais là, j'ai l'impression qu'on aide des entreprises qui ne sont pas vraiment en difficulté. Donc si on avait un système où on récupère même maximum, mettons l'entreprise, elle fait que 1 000, on lui dit, bon, on partage, kiff, vous gardez vos 500, on récupère 500 sur ce qu'on vous a donné, mais en gros, on vous a aidé, ça vous aide vraiment. Si on créait un système comme ça, est-ce que ça pourrait aider? Je vous demande à vous, puis après... En fait, moi, je ne suis pas je suis pas du tout contre le fait qu'effectivement, il y a un partage, qu'il y a un allègement de charges quand on redistribue à ses salariés, que ça se devienne un impôt si on ne le fait pas. Alors ça me dérange absolument pas. Je reviens aussi sur les charges. Moi, j'ai pas de problème à vous dire que demain, si j'ai un allègement de charges, je suis prêt à mettre la totalité en augmentation à mes salariés, parce que ça leur donne du pouvoir d'achat. Et c'est à eux de gérer. C'est pas ce qu'on a vu pour l'instant. Non, mais si je dis pas que c'est ce qu'on a vu, je vous dis qu'en termes de position, par contre, au sein de la CPME, c'est quelque chose, c'est une vision qu'on partage. Donc, la redistribution, je ne suis pas contre. Si j'ai pas de problème là-dessus. Sur l'idée un peu bizarre. Sur l'idée un peu bizarre, c'est ce que je viens de dire. Non, la mienne. Ah bon, non, je ne me permettrai pas. Je vais commencer sur le point d'accord, puis après j'irai sur les points de désaccord. Le point d'accord, je pense, c'est que on a une absence de stratégie économique qui est très forte depuis 2022 et que c'est une catastrophe. Il y avait une stratégie économique en 2017, on peut dire la politique de l'offre, on voit qu'on en parle, une baisse de prélèvements obligatoires très forte sur les entreprises, mais pas que, donc l'IS, forte baisse d'IS conséquente, qui a été plus forte sur les grandes entreprises que les petites, mais sur toutes.
Yes, ça veut dire quoi? L'impôt sur les sociétés. Ok, c'est juste pour être sûr que tout le monde comprenne. Merci, c'est utile. Vous avez vu qu'il y a plein de gens qui ont compris. Ouais. Oui, sur les sociétés. on est bon à lui, ça. La baisse de la taxe d'habitation qui a concerné les ménages, et notamment des ménages qui n'en avaient pas besoin, enfin, des baisses d'impôts vraiment importantes, c'est cet argent qui nous manque le plus urgemment en ce moment. Et l'idée c'était de dire on baisse les impôts, choc fiscal et tout, vous allez voir comment ça va redémarrer. Il y avait les gens qui y croyaient, qui pensaient que c'était la chose à faire, ceux qui y croyaient pas, j'en faisais plutôt partie. Entre les deux, il y a eu le Covid et la crise énergétique, donc même si vous y croyez, vous pouvez dire que ça n'a pas marché à cause de ça, bon, ça n'a pas marché. Ça aurait pu, je sais pas, je pense pas, mais peut-être qu'on peut y croire. Toujours est-il qu'à partir de 2022, il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale pour cette politique. L'orientation politique ne change pas et on se retrouve en 2023 avec le déficit, puisque les recettes on les a plus, la dynamique n'est pas là et pas de stratégie. Donc on est vraiment enfin, je sais pas, on a dévalé la pente à vélo, on est en bas de la pente à l'arrêt, sans élan et avec les roues crevées. Et donc, effectivement, la situation n'est pas facile, y compris, il y a plein de revendications. On a dit, ouais, vous voyez, peut-être pas tout de suite, quand même. Voilà. Et de ce point de vue-là, ce qui nous arrive en ce moment est un peu catastrophique, parce que le débat budgétaire sur l'année 2026, il ne répond pas du tout à ça, de toute façon. Parce que la question qui se pose à nous, elle se pose sur 10 ans. C'est vrai sur ma marotte qu'est l'école, c'est-à-dire qu'on voit l'école s'effondrer et il faut la reconstruire, et c'est un chantier de 10 ans, et ça pourrait être un chantier collectif, mais c'est vrai aussi pour les entreprises. Aujourd'hui, elles n'investissent pas. Là où je suis un peu plus dur avec les organisations patronales. C'est-à-dire que vous connaissez le proverbe, hein, quand vous avez qu'un marteau, tout ce que vous voyez ressemble à un clou. Les organisations patronales, peut-être pas la vôtre. Mais merci, c'est gentil. Pas très sincère, j'ai l'impression, mais c'est gentil quand même. Ont tendance, surtout en ce moment, à donner la fiscalité, mais c'est vrai aussi de tout le monde politique, même syndical peut-être, mais comme seule grille de lecture des difficultés. En réalité, si vous aviez un plan d'investissement sur des choix stratégiques, hein, la transition par exemple, mais ça peut être l'école, ça peut être plein de choses. Si vous aviez un plan d'investissement, ça donnerait beaucoup plus de visibilité aux entreprises pour investir que de savoir si la fiscalité va bouger dans un sens ou dans l'autre. En fait, c'est pas la fiscalité qui fait le cœur de la politique d'embauche ou pas pour les entreprises. Ça, c'est pour le point, j'espère, d'accord. Sur la prévention, la prévention, en passant, on a supprimé combien de postes de médecins du travail, dont le travail, c'est de faire de la prévention. Et ça, c'est de la dépense publique, et c'est justement les économies sur la dépense publique qui ont conduit à supprimer ces postes de médecins du travail. On a supprimé des médecins de travail, par contre, on a augmenté les cotisations. Encore, d'accidents du travail, mais à cause de la sinistralité. Oui. Et on leur a demandé aussi de faire des documents uniques alors que c'était pas leur boulot. Mais voilà. Et donc, après, sur les points de désaccord. Bon, désaccord, en tout cas, typiquement, en tout cas, ça illustre la proposition de la CPME de dire vous nous faites des exonérations et on traduit ça en cash. C'est exactement ce que je vous disais. C'est la même logique que la prime Macron. C'est est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on diminue, qu'on désocialise et qu'on augmente le cash désocialisé? Et ça, de fait, c'est tout à fait possible. Mais ça veut dire vraiment une désocialisation, c'est-à-dire un définancement des protections collectives, retraite, santé, hein, c'est les deux gros postes, pour donner du cash à la place de quoi? À la place des augmentations de salaire. Alors, pourquoi à la place des augmentations de salaire? Là aussi, les augmentations de salaire, elles ne tombent pas du ciel et on est dans une période de faible croissance. C'est la première raison pour laquelle il n'y a pas d'augmentation de salaire. Est-ce que c'est une bonne raison pour désocialiser? Moi, je ne pense pas. Et en plus, on a une difficulté, c'est que depuis les exonérations de cotisations employeurs, mais ça s'est redoublé avec la prime d'activité, on a mis entre les employeurs et les salariés l'État pour toutes les questions de pouvoir d'achat. Il n'y a plus de négociation salariale. D'ailleurs, il s'est passé un truc incroyable. On a les prix qui ont super augmenté. On pensait que les salaires allaient suivre. Et en fait, ça fait 4 ou 5 ans qu'on n'a pas retrouvé le niveau moyen de salaire réel de la fin de la crise du Covid. Parce que les prix ont augmenté, les salaires n'ont pas suivi. C'est difficile à comprendre pourquoi. Je ne dis pas que les entreprises ont beaucoup de marge de manœuvre, mais cette espèce de cœur de la négociation d'entreprise, où il y a d'un côté l'organisation du travail, le projet de l'entreprise, et de l'autre côté les salaires, a disparu et on met l'État au milieu, à coup de est-ce qu'on va augmenter la prime d'activité? Et à un moment donné, on ne peut pas s'en sortir comme ça. Le budget de l'État, il ne peut pas servir d'amortisseur de la question salariale. Et donc, moi, je pense que la question salariale est importante, mais en fait, quand on dit on va désocialiser pour donner du pouvoir d'achat, c'est encore une autre façon de mettre l'État au milieu. Parce que soit on dit on va moins se soigner, soit on dit on va creuser le déficit.
moi je pense que la question des salaires, elle doit être réamorcée, y compris en retirant l'acteur au milieu, en disant bah, on a une vraie question, y compris avec une croissance faible, et donc comment on fait, y compris en termes d'organisation du travail. Cette absence de stratégie économique, ou cette stratégie économique française centrée sur le coût du travail, elle a eu tendance à encourager aussi, on pense, je dis on, beaucoup d'économistes, y compris de bords ou d'orientations différentes, à, en fait, très schématiquement, hein, considérer le travail comme un coût de production, uniquement, davantage que comme un facteur de création de richesse, même si c'est toujours les deux dans le bilan d'une entreprise. Et donc, en cherchant à réduire toujours le coût du travail, on a eu tendance à avoir le travail le moins cher possible, et donc y compris avec le moins de gains de productivité possible, le moins d'innovation possible. On cherche le travail pas cher, on cherche à remplacer les anciens par les nouveaux, on cherche à remplacer par de l'intérim quand on peut, etc. Et ça va de pair effectivement avec une faible croissance, avec une faible innovation, même s'il n'y a pas de recette miracle. Et ça va aussi de pair, c'est un autre diagnostic. Alors là, pour le coup, je ne sais vraiment pas dans votre entreprise, c'est un diagnostic qui est général, avec une crise du travail et une crise du management. C'est un management qui, on l'a bien vu avec la question des retraites, qui voit le salarié prêt à l'emploi comme une ressource. Quand il est plus prêt à l'emploi et qu'on n'a pas anticipé, on essaye de le changer par quelqu'un de pas cher. Et on n'a pas organisé du tout les carrières dans les entreprises pour que chacune et chacun puisse travailler dans de bonnes conditions jusqu'à 62 ans. On a des professions entières, je peux citer, là c'est pas votre secteur, le nettoyage, le secteur des EHPAD. L'aide à domicile. L'aide à domicile. L'aide à domicile, voilà. Tous ces secteurs-là, les carrières sont organisées à la fin par de l'invalidité, des licenciements pour inaptitude, etc. Donc on a une crise du management de ce côté-là aussi. Et ça, c'est un point de tension. J'avais une dernière idée, si je la retrouve. En gros, ma proposition, elle ne t'intéresse pas, c'est ça? Si. 2 points. Sur les grandes et les petites entreprises, parce que tu as amorcé ça. Les grandes et les petites entreprises, moi je suis de moins en moins à l'aise avec cette distinction. Elle est pertinente, mais il y a une grille de lecture un petit peu simpliste. À plein d'aspects. D'abord, quand on regarde les conditions de travail et les conditions de rémunération, elles sont meilleures dans les grandes entreprises, il n'y a aucun doute. Les petites entreprises, en fait, c'est énormément de choses très diverses. Et c'est à la fois des entreprises relativement indépendantes sur leur marché qui mènent leur activité et énormément de sous-traitants dont la raison d'être, c'est de contourner les règles sociales, le rapport salarial qui existe dans les grandes entreprises. Il y a des grandes entreprises, c'est documenté, on l'a vu, qui ont externalisé à des sous-traitants les mêmes activités. D'ailleurs, parfois, les sous-traitants leur appartiennent directement. Et donc, du coup, la taille de l'entreprise, il y a des endroits où c'est vraiment une petite activité économique indépendante, et puis il y a des fois où c'est juste une cascade, et donc les profits remontent de la petite entreprise vers la grosse, y compris l'insécurité de l'emploi, elle descend vers la petite entreprise, elle est moins dans la grosse. Et donc ça, c'est... Vous faites le distinguo entre un chef d'entreprise investi de son patrimoine et une entreprise qui ne vit que de ses actionnaires ou pas? C'est une autre distinction qui est importante, mais c'est pas la même, mais je pense qu'on peut aussi la faire. Tout à fait. Et surtout quand les actionnaires sont le donneur d'ordre en plus. Voilà. Où là, Parce que je partage sur certains aspects, mais généralement, quand on investit de son patrimoine, c'est plus souvent, quand on investit son patrimoine, c'est plus souvent une vraie activité économique autonome. Je fais cette parenthèse, parce que je suis assez PME, c'est ce qui nous distingue d'autres organismes patronaux, c'est qu'on est investi de notre patrimoine. Et quand on a une décision à prendre, on ne consulte pas au N+1, puisque le N+1, vous l'êtes. Ok, voilà. Merci de cette précision. Je comprends que les organisations syndicales se saisissent des aides pour avancer vers de la conditionnalité. Parce que c'est un levier comme un autre. Finalement, les aides sont là. C'est un levier de rapport de force et de négociation, pourquoi pas. Mais en pratique, économiquement, la conditionnalité, c'est toujours très très dur à vérifier. Par exemple, quand on demande aux entreprises qu'est-ce que vous avez fait des exonérations de cotisations sociales ou du CICE, elles ne pourront pas vous répondre. L'argent, il vient et on en fait tout. On n'a pas embauché un gars parce qu'il y a du CICE, etc. Par contre, là où je te rejoins enfin, c'est que le sport national, c'est les exonérations de cotisations employeurs. Ça coûte 80 milliards par an et il y a un consensus des économistes pour dire qu'on a arrosé trop large, trop fort et que si ça a peut-être créé des emplois au début, on a été beaucoup trop lent. Et pendant la crise du Covid, on a inventé un autre outil qui était les PGE, les prêts garantis par l'État, ce qui ressemble beaucoup à ce que tu dis.
Pourquoi? Parce que les études qu'on a aujourd'hui, elles montrent que les exonérations de cotisations employeurs, là où elles ont été utiles, c'était des entreprises qui manquaient d'oxygène, donc en gros de trésorerie, et qui se sont servies de ces exos pour surnager. Alors des fois pour survivre plus longtemps avant de mourir quand même, mais des fois pour rebondir. Et l'outil qui peut servir à ça, c'est typiquement les PGE. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes de financement, il peut y en avoir, et particulièrement dans les petites entreprises, un prêt garanti par l'État, c'est très bien. Mais derrière, le fait de dire vous devrez rembourser, c'est aussi une pression à l'entreprise pour dire il va falloir être innovant et rentable. Plutôt que de dire ah on tient pas, bon ben on va encore faire des exonérations, ah ben on tient, et du coup pas avoir de stratégie économique. Donc moi je serais plutôt pour réexaminer cette question des PGE, pas en mode Covid, en disant c'est peut-être le bon système d'aide aux entreprises, plutôt que des aides récurrentes qu'on paye chaque année et qui coûtent extrêmement cher. Et dans le même temps, je suis pour le dégonflage annuel progressif des exonérations de cotisations sociales. À partir de 2026, vous les gelez en montant, vous gelez le barème, et vous ne dites pas c'est tant de pourcents pour 2 SMIC, vous dites c'est 500 euros à tel niveau de salaire en euros. Et du coup, chaque année, elle se dégonfle. Du coup, on peut récupérer des marges de manœuvre importantes sans choc, parce qu'effectivement, les chocs sur la fiscalité, quand on dit il y a 200 milliards d'aides aux entreprises, si vous essayez d'en prendre 40 d'un coup, même si c'est des mauvaises aides, ça va trop tanguer du côté des entreprises. Si vous dégonflez de 4 milliards par an, pendant 10 ans, les 40 milliards, vous les avez à la fin. Mais entre-temps, on n'a pas eu de manifestation d'employeurs. On voit rarement des manifestations d'employeurs. Là, apparemment, il y a une idée là. Alors, c'est pas vous, hein, c'est le MEDEF qui va faire un truc. Non, merci. Chez les patrons, il y a un pluralisme, mais aujourd'hui, on ne le voit pas beaucoup et on l'entend souvent très peu. Aujourd'hui, le seul mot d'ordre, la seule représentation au niveau qu'on a, c'est le MEDEF qui va faire prochainement un super stand contre l'imposition Zuckman des 2%, alors que je ne pense pas que c'est le combat aujourd'hui de la majorité des chefs d'entreprise. Et, comme à nous, on ne vous entend pas. Les petits, globalement, qui ont investi leurs propres fonds pour créer leur entreprise et qui ne touchent pas obligatoirement les 211 milliards du premier budget français qui est l'aide aux entreprises, on les entend pas. On n'en entend qu'un qui veut, surtout pas, qu'on vienne un peu trop gratter dans leur compte ou qu'on leur réclame un moment qu'est-ce qu'ils ont fait des aides. Ouais, Pascal, ça c'est pas de la faute de la CPME. Non, c'est comme nous, si on entend trop la CGT, c'est pas de notre faute non plus. Tu vois. Je veux dire, en l'occurrence, ils font comme ils peuvent aussi. Le couvreur du coin nous expliquait qu'à 64 ans ou à 67 ans sur le toit, il allait avoir du mal à garder son compagnon. Et la logistique, il y a plein de métiers, l'aide à Voilà. domicile, il y a plein de métiers. Par contre, on n'a pas entendu les organisations Il patronales. fallait quand même mettre en place une vraie pénibilité que personne refuse aujourd'hui de mettre en place réellement. J'ai entendu et je partage beaucoup de choses, seulement ça ne peut pas être mon propos aujourd'hui. Non. Mais Il y a 2 points. C'est arrêter avec l'illusion du tout gratuit, puisqu'aujourd'hui on fait croire aux gens que tout est gratuit. Et je vais juste étayer mon propos avec un de mes collaborateurs qui, fantastique, a eu une très bonne nouvelle puisqu'il est devenu papa. Alors vous savez, quand un collaborateur vient vous voir en disant il faut que je te vois, déjà ça commence toujours mal généralement. Il est venu me dire en disant qu'il allait être papa. Et donc je lui dis super. Et là il me dit bah tu connais le tarif, congé paternité, 28 jours. 28 jours, alors, fantastique. Et je dis, pendant 28 jours, je vais faire quoi? Parce que justement, on parlait d'entreprises de différentes tailles. Là, réellement, ça pose problème. Puis quand vous avez un papa, ça va. Quand vous en avez 2 ou 3 qui se succèdent, alors là, ça devient compliqué. Mais vous savez, il m'a rassuré, mon collaborateur, c'est qu'ils se sentent bien. ouais, ils sont en forme. Mais surtout, là où il m'a rassuré, parce que j'avais eu grand peur, il m'a dit, t'inquiète pas, c'est pas toi qui paye. Alors je lui ai dit, c'est formidable. Je lui ai dit, qui est-ce qui paye? Il m'a dit, c'est la sécurité sociale. Et là, je lui ai dit, c'est fantastique, tu vois, tu viens de rebondir sur une conversation qu'on a eue il y a 3 mois en arrière où tu m'as dit, ton salaire brut, tu t'en fous, toi, tu parles que de net. Et je lui ai dit, tu sais ce qu'il y a entre le brut et le net, ton congé paternité là. J'ai dit, donc, tu vois, il est gratuit, mais il n'est pas $1. Donc, et à un moment donné, quand j'ai genre, on va me dire, mais Anthony, mais comment? Parce que j'ai l'autre jour une personne qui est dans le conseil d'administration, mais comment tu veux parler comme ça, le soutien aux femmes? C'est pas une histoire de soutien aux femmes. Je considère qu'un congé paternité au premier enfant, ça reste discutable. À moins que monsieur donne le sein, je sais que tout est à la mode aujourd'hui, mais je peux me poser des questions.
Quand on a un enfant, au 3e, je me dis, tiens, le papa pourrait se mettre à faire les courses en admettant qu'il les fasse pas, parce qu'il y en a de plus en plus quand même. Moi, je fais les courses et je vois qui il y a dans les hypermarchés. Mais ça, il y a un moment donné, vous savez, quand on n'a pas les moyens, il faut revenir en arrière. C'est tout. Moi, j'ai été immigré en Espagne de 99 à 2003. Derrière le gouvernement de notre ami du Parti populaire Aznar, qui était de droite, c'est Zapatero de gauche qui a pris le relais et qui a instauré la caisse d'allocation familiale pour les Espagnols. 2 ou 3 ans après, vous avez un crack immobilier et du coup, les Espagnols n'ont plus les moyens. On a supprimé la CAF immédiatement. Si vous faisiez ça ici, évidemment, ce serait une catastrophe et c'est pas ce que je dis. Mais je dis juste qu'il y a des mesures où, à un moment donné, au lieu de chercher toujours à donner plus, il faut quand même réfléchir à comment on s'organise, nous, derrière. Et c'est là où, encore une fois, je ne dis pas que c'est mal. Je serais curieux de savoir à quel moment c'est arrivé. Quand je regarde toutes vos têtes tout autour de la table, je pense qu'on est tous à peu près, excepté quelques-uns qui me pardonneront, mais de la même génération. Nos parents n'avaient pas de congé paternité. On n'a pas pour autant été mal éduqués. C'est quand même une avancée sociale. Ce qui se faisait avant, c'était pire. Aujourd'hui, c'est C'est bien. Ce qui se faisait avant, ça se faisait, c'était bien. Et aujourd'hui, on a ça en plus et on pourrait s'en passer. C'est pas parce que aujourd'hui il est à se poser la question de l'utilité ou qui paye qui pour un congé paternité. Moi, mon premier garçon, quand il est né, même mon deuxième, j'y avais pas droit. Et quand je me bats aujourd'hui pour que mes camarades ils puissent l'avoir et expliquer au patron, écoutez, ouais, effectivement, ça peut se passer comme ça, mais ça peut se passer aussi en des temps où il faut que ça soit réellement fait pour le profit de la femme, pour le profit de l'enfant. Vous savez, aujourd'hui, moi, ce qui me préoccupe plus, c'est quand je vois des collaborateurs qui n'arrivent pas à se loger. Ça me préoccupe, là, pour le coup. Parce que ça, on a un vrai problème de fond. Après, il y a une question de répartition, et comme disait monsieur, ça tombe pas du ciel. Donc, il y a un moment donné, il va falloir, tout simplement, faire des choix. Et encore une fois, je dis, le tout, c'est dans le dialogue, et qu'on fasse des choix ensemble. C'est tout, Monsieur a raison, il y a un certain nombre de choses dont on n'a plus les moyens, et notamment, je pense qu'on n'a plus les moyens d'enrichir nos milliardaires, qui sont ceux qui s'enrichissent le plus vite au monde. Donc on pourrait peut-être regarder où on retrouve des ressources, mais peut-être pas dans le congé paternité, peut-être du côté de ceux qui gagnent vraiment beaucoup. La question du congé paternité, elle illustre bien l'utilité de la sécurité sociale et la manière dont on peut déplier les questions. L'avantage majeur de la sécurité sociale, c'est pas le seul, c'est qu'il mutualise. Parce qu'effectivement, dans une petite entreprise, si vous avez une pyramide des âges qui fait qu'il y a plus de congés qu'ailleurs, c'est très compliqué à supporter. À l'échelle générale de la population, finalement, le coût dans les cotisations sociales du congé paternité, il est lissé, et vos cotisations, elles vont payer que le nombre moyen de congé paternité qui est plutôt en baisse. Donc en fait, dans une entreprise où il y a plein de pères en même temps, vous payez qu'une toute petite partie, et c'est l'avantage de la mutualisation obligatoire. Mais j'ai pas les collaborateurs. Donc, il y a bien un sujet qui est réel, qui est le sujet d'organisation du travail, et qui est un sujet, pour le coup, qui s'anticipe. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de problème. Et qui s'anticipe comment la réponse, pour l'instant, du droit du travail, c'est le CDD, puisque la principale fonction du CDD, c'est le remplacement sur des absences temporaires. Mais je ne suis pas employeur, et je reconnais volontiers que la question de l'organisation du travail, c'est une vraie question. C'est pas on n'a pas les moyens, c'est une question d'organisation du travail. Après, vous nous avez dit, et on peut comprendre, quelle est l'utilité, finalement, c'est un luxe. Il me semble que cette J'ai pas dit que c'était un luxe. Je me pose la question. Et on n'a plus les moyens Si on forcément. n'a pas les moyens aujourd'hui, c'est que ce serait superflu par Finalement, ailleurs. si c'est pas une économie, je me dis que finalement, cet argent, il pourrait être placé ailleurs. Voilà, c'est ça. Alors, justement, il y a des... Enfin, je veux dire, ce type d'argument, je l'utilise aussi. Je dis, on n'a pas les moyens. Là, ils vont annoncer des baisses d'impôts de production. Je pense qu'on n'a pas les moyens. Je comprends le type d'argument. Cette politique publique du congé paternité, à mon avis, elle est à comprendre, et c'est pas du tout la mesure principale, mais elle est à comprendre dans une politique publique d'égalité professionnelle. Là, ce que vous avez ici, c'est une étude, il y en a eu dans tous les pays, on a les mêmes graphiques dans tous les pays. C'est l'évolution du revenu salarial au moment de l'arrivée du premier enfant entre les femmes et les hommes. Et la courbe bleue, c'est celle des hommes, donc c'est dans le cas de couples hétérosexuels. Et la courbe orange, c'est l'évolution du revenu salarial au premier enfant pour les femmes. Et là, et ça se décompose. Et donc en gros, ce que ça dit, c'est que le revenu salarial moyen des femmes à l'arrivée du premier enfant diminue de 30%. Par rapport à la veille de l'arrivée du premier enfant. Il y a plein de facteurs. Il y a le retrait du marché du travail, j'arrête de travailler. Il y a le temps de travail, le temps partiel, et il y a la carrière. Et tous les travaux qu'on a nous disent
que c'est impossible de comprendre ça si c'est pas l'organisation en dehors du travail, l'organisation de la famille. Ça veut dire qu'il y a une répartition des tâches fondamentalement qui est structurée différemment. Il y a aussi plein d'études, et là j'avoue, je m'appuie un peu sur mon expérience personnelle, je ne devrais pas. C'est évident pour moi que la mise en place dans un couple qui n'a jamais eu d'enfant de l'organisation des tâches, elle se fait notamment le premier mois. Je n'ai pas d'études pour le coup, donc il faudra le vérifier, mais il me paraît très utile pour cette raison-là que au moment de l'arrivée du premier enfant, on renvoie les pères à domicile en disant c'est aussi votre affaire. Parce qu'au bout d'un mois, l'organisation qui s'est mise en place n'est pas du tout la même. Et donc, moi, je crois que j'ai connu peut-être... non, je n'ai pas connu, c'était une dizaine de jours. Et effectivement, avant... 3 plus 11. Voilà. Moi, j'ai eu ça. On a le même âge. Et donc, effectivement, ça a changé. Mais... On est passé de 3 plus 11 à 28. Voilà la raison de cette politique publique. Et donc, c'est pas juste un geste de... C'est pas un cadeau de naissance. Il y a un enjeu d'organisation sociale. Et ce à quoi je veux arriver, et je suis d'accord avec vous, il y a une vraie question d'organisation du travail, c'est qu'il faut qu'on pense des organisations du travail compatibles avec des organisations familiales. C'est-à-dire que si on a une organisation du travail qui est incompatible avec le fait d'occuper un poste correctement, eh ben, ça donne ça. Moi, je pense qu'avec le débat qu'il y a eu là, ne serait-ce que sur ce que vous avez lancé comme perche autour du congé parental, quelque part, vous pourriez aussi le voir comme cette fameuse prévention que vous appelez de vos voeux sur tout ce qui est maladie, accident, etc. Oui, peut-être que les générations antérieures n'ayant pas de congé paternité ont fait des enfants qui ont une vie tout à fait correcte, mais on parle de santé mentale, on parle de la garde des enfants. La garde des enfants n'est plus la même, il n'y a plus les grands-parents, et si on va jusque-là, les grands-mères qui gardent les petits-enfants. Donc chaque parent travaille. Vous parlez de la restauration, j'ai un exemple très concret où effectivement, heureusement que le papa a eu ses 28 jours pour permettre à la maman qui, elle aussi, est dans la restauration, pouvoir continuer de travailler parce qu'aucune garde n'a été acceptée, ni par les biais des crèches, etc., ni par les assistantes maternelles parce qu'ils ont des horaires tellement décalés que ça n'intéresse personne, y compris le samedi et le dimanche. Donc, peut-être que vous, dans votre entreprise, on travaille aussi le samedi et le dimanche si on est en semaine continue. Mais vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être envisager aussi cela comme a été dit par M. Zemmour, quelque chose qui questionne l'organisation du travail comme une prévention pour pouvoir travailler plus longtemps. Parce que des enfants qui, dès le départ, ont été sécurisés affectivement, sécurisés au niveau de la santé, permettent d'avoir des parents dégagés au niveau de la charge mentale pour venir travailler. Donc, je pense qu'il ne faut pas le voir que comme un moment qui nous pénalise pendant 28 jours, même si ce que vous dites sur l'organisation de l'entreprise est effectivement très importante, parce que là aussi ça amène une charge mentale pour le salarié ou pour l'agent ou l'agente de la fonction publique. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer pendant que je ne serai pas là et qu'est-ce qui va m'attendre quand je vais revenir. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là à penser, pas uniquement comme une charge pour vous, mais peut-être aussi comme quelque chose qui va permettre à vos salariés de revenir plus longuement et enfin, j'ai envie de dire, de manière égalitaire pour les femmes et pour les hommes. Là, c'est quelque chose de fondamental, je pense, pour l'avenir, y compris en termes salarial derrière. C'est-à-dire que, si possible, on ne perd pas de salaire quand on revient, qu'on soit l'homme ou la femme, quand on revient au travail. Ça, c'est pour les couples hétéros. Et puis, moi, je vous remercie du discours que vous avez sur l'ouverture à la discussion et quelque part nos points communs. Sur le fait qu'il va falloir choisir ensemble. Là où je m'interroge toujours, c'est que c'est quelque chose qui part d'une très bonne volonté. Je me rends compte qu'il y a des endroits où on n'arrivera jamais à se rejoindre. Bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. Mais c'est peut-être ces fils-là qu'il faudra tirer. Et c'est là où, quelque part, je trouve un parallèle très intéressant avec la CPME et l'UNSA. C'est qu'on est ces petits qui grossissons énormément dans le paysage aussi médiatique et avec des messages différents sur comment est-ce qu'on doit penser le travail. Donc, moi, j'ai pris quelques notes et on continuera de réfléchir chez nous, je pense, grâce à ça. Merci. Ça a été dit beaucoup. Moi, là où je voulais vraiment réagir, c'était que sur la mise en place des 11 jours, puis après des 21 jours, c'était aussi faire chauffer sa carte vitale et que ça se réalise aussi comme ça. Parce que quand dans le meilleur des mondes où ça fonctionne, que le bébé va bien, tout le monde va bien, à ce moment-là, on arrive à s'organiser. Surtout, moi je fais partie de la génération, on avait 3 jours de naissance. Hein. Donc après, c'était assez compliqué pour la maman, sur un couple hétérosexuel, et que justement, ça a été une avancée justement de lutte contre l'absentéisme global, de faire cette proposition-là de 11 jours, et puis après qui est passée à 28 jours, parce que là, c'était l'idée directrice quand ça a été mis en place. Alors effectivement,
J'entends parfaitement, je le comprends et je l'admets et je le vois. En termes d'organisation professionnelle, c'est très compliqué, mais quelque part, ça a aussi permis de diminuer énormément cet absentéisme-là. On arrive à le justifier, mais voilà, ça a aussi été fait pour ça, ce plus 11 jours et ce plus 28 jours. Anecdotiquement, congé parental, moi j'ai négocié dans un accord égalité homme-femme des jours enfants malades. Et je fais un mail à l'équipe féminine, super, on est accroché. Le retour de flamme a été fulgurant, viens nous voir, on va te déconstruire à coup de baffe. La prochaine fois que ton gamin est malade, c'est pas ta femme qui va le garder, c'est toi. Donc je pense qu'on a un gros travail à faire, nous les hommes aussi, sur le fait qu'à un moment, les 28 jours, ils sont pour prendre une certaine forme de responsabilité et un autre positionnement dans la société. Et enfants malades, je l'ai pris à mes dépens, on les a obtenus, j'étais tout content du bien de l'équipe UNSA, mais elles m'ont rappelé qu'il fallait que moi aussi j'évolue. Voilà. L'autre point, je voulais juste rebondir sur vos propos tout à l'heure sur le logement. Parce que si on regarde la problématique du logement, où on est intervenu avec monsieur Wauquiez un moment sur les salariés dits pauvres qui vivaient dans leur voiture, la réponse a été totalement à côté de la plaque. Mais parce qu'on a privatisé le logement, parce que le 1% logement qui était là pour faire du logement social à destination des salariés ou de l'ensemble de la population a été en partie mangé sur une autre partie, et qu'on a décidé de donner au privé la construction ou la gestion du logement, en plus en faisant des outils à la con qui sont, excusez-moi, je vais me faire taper, qui sont dans certains cas l'aide au logement qui a surenchéri d'autant les loyers parce que l'État ne voulait plus construire et avoir une vraie politique de logement. Donc, on s'aperçoit en fait que c'est d'avoir fait moins de social, d'avoir oublié qu'on était une république sociale, laïque et indivisible, qu'on a perdu nos bases. On n'aurait pas de problème de logement si à un moment l'État avait maintenu ses politiques de logement avec le 1% et les vrais financements du logement social, qui a d'autant fait perdre du pouvoir d'achat aux salariés, qu'il est passé dans le privé, qu'il a été surenchéri par l'aide au logement, et qui en fin de compte est passé de 19% des revenus à pas loin de 33% des revenus chez les salariés, pour le logement, quand il n'en est pas propriétaire. Alors, juste pour que vous puissiez réagir, mais j'aimerais aussi qu'on puisse profiter de votre présence pour que vous puissiez nous dire qu'est-ce qu'on devrait défendre dans le financement de la protection sociale. Je dis pas qu'on va tout prendre, hein. Je dis pas qu'on... Vous écrivez pas une page blanche, mais si vous aviez une ou deux propositions... Moi, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une proposition, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais si vous aviez une ou deux propositions à nous formuler pour dire, ben voilà ce qui pourrait être intelligent en tant que syndicat de salariés de défendre dans le cadre du financement de la protection sociale, qu'est-ce que nous, on devrait dire? Qu'est-ce qu'on devrait faire avancer comme idée? Alors, moi, je serais loin d'avoir le monopole des idées. Et je qualifierais surtout, et c'est pas de manière lâche, c'est que j'ai pas un recul suffisant pour vous répondre aujourd'hui. Et pour moi, quand je dis aujourd'hui, ça doit faire partie de concertation, de se mettre d'accord sur des points, mais aujourd'hui, j'ai pas une idée spécifique. Parce que, pour habitude, j'analyse d'abord un dossier de fond en comble avant de dire je pense que ça c'est bon ou ça c'est pas bon. Donc ça sera ma réponse, je suis désolé, elle est assez maigre, mais au moins... Pas de problème, notre congrès est dans 18 mois, ça vous laisse du temps. Vous pouvez nous envoyer des idées d'ici là. Je demande à l'intelligence artificielle, ça va m'aider parce que... De selon l'intelligence artificielle, François Bayrou n'a jamais été Premier ministre. Alors, il y en a d'autres qui ont l'impression qu'il n'a pas été non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même vérifier ce qu'on fait. Les pistes, il y en a plusieurs, mais enfin, dire l'idée, j'ai pas une idée maîtresse. Mais en tout cas, on est à l'écoute, n'hésitez pas à transmettre. Des idées Des questions. Le premier point, c'est qu'il y a une tentation toujours de chercher la martingale et donc de se dire comment est-ce qu'en finançant différemment la même chose, ça irait mieux. Et je pense que c'est vraiment un très mauvais cadrage du débat. La France y est épuisée depuis une vingtaine d'années. Et en plus, on a tout fait. Hein. La TVA sociale, on l'a fait avec le CICE. On l'a fait en 2 temps, mais la moitié du CICE, Crédit Impôt, Compétitivité Emploi, a été financé par une hausse de TVA, et 5 ans plus tard, on a transformé le CICE en baisse de cotisation. Donc on a vraiment tout essayé, et à chaque fois sans grand résultat.
Donc, s'il faut parler de financement de la protection sociale, la bonne question, c'est pas le mode de financement, c'est l'enveloppe. Est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue? Et cette augmentation, après, on peut se demander quel est le levier. Mais essayer de jouer au bon taux en déplaçant les charges d'un endroit à l'autre, c'est à mon avis s'épuiser pour pas grand-chose. Premièrement. Deuxièmement, là c'est un peu une question aux organisations syndicales. Jusqu'à quel point vous jouez le jeu, ou pas, qui vous est proposé, du cash contre la désocialisation. Je vais prendre un exemple très précis, qui est la question des complémentaires santé. Les complémentaires santé, dans l'accord de 2013 qui les rend obligatoires en entreprise, qui est effectif en 2016, les partenaires sociaux signataires, je ne sais pas si ça concerne ça en l'occurrence, écrivent attention, cet accord ne tient que si on ne remet pas en cause, en gros, les exonérations de cotisations sociales. Parce que la complémentaire santé en entreprise, vous avez en gros un quart du prix qui est payé par le fait qu'on retire la contribution employeur du brut et que du coup, il n'y a pas de cotisation ni employeur ni salarié sur la participation employeur. C'est un autre exemple de ce que je vous disais avec la prime Macron, c'est du paiement qui contourne le brut, sur lequel on ne cotise pas. Ça donne un avantage à la complémentaire santé en entreprise, c'est que du coup, c'est pas la seule raison, mais du coup, pour les salariés et pour l'employeur, elle est moins chère que si on vous payait directement et que vous la payez dans le privé. Mais elle est moins chère, d'abord on a moins de droits associés, c'est-à-dire que ça ne compte pas dans votre retraite et dans votre chômage, et d'autre part, ça désocialise, puisque les gens qui ne sont pas dans cette mutualisation d'entreprise, en gros, les jeunes, les pauvres et les retraités, et bah du coup, ils se voient sortis de la socialisation qu'est le salaire brut. D'accord ? Et donc ça s'est passé au moment de la... Ça s'est passé depuis très très longtemps, hein, ça date des années 2000. Au moment de l'obligation de la complémentaire santé en entreprise, le deal entre employeurs et salariés se fait en incluant cette exonération qui coûte cher à la Sécu, qui coûte plusieurs milliards par an. Là, ça vient d'être mis en place dans le secteur public. Et dans le secteur public, avec des modalités un peu différentes parce que c'est l'État, rebelote sur les exonérations, cotisation sociale côté État, c'est-à-dire que ça va être comme une prime, ça va être hors cotisation, hors droits sociaux, et exonéré de l'impôt sur le revenu pour les salariés, puisque la participation du salarié à la complémentaire santé ne rentre pas dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Donc, deuxième question aux organisations syndicales, attention, il y a une discussion qui est légitime, est-ce qu'on désocialise pour faire du cash ou pas? Et aujourd'hui, vous avez dans le privé à peu près 9% de la masse salariale du privé qui n'est pas dans le salaire brut. C'est les complémentaires santé, l'épargne salariale principalement, et accessoirement tickets resto, chèque déjeuner et indemnité de rupture. Donc, là, il y a une vraie question sur le financement de la protection sociale. Ce n'est pas la plus importante, mais importante. Dernier élément. Au moment de la réforme des retraites, on me demandait des solutions miracles, etc. Et ma réponse aux organisations syndicales, de manière répétée, c'était de dire quelques milliards à trouver, on peut les trouver à droite à gauche, notamment sur ces exemptions d'assiette, notamment sur les exonérations, etc. Mais en réalité, vu qu'on a des besoins qui augmentent, à un moment donné, la protection sociale des salariés et de la population, elle a toujours été payée par la population. Il y a des pays où c'est la TVA, d'autres c'est l'impôt sur le revenu, d'autres c'est les cotisations sociales, mais c'est jamais les milliardaires qui payent la protection sociale. Éventuellement, on peut les remettre dans le jeu pour payer d'autres choses, les services publics, etc. Sur la protection sociale, il faut assumer des arbitrages, même quand les salaires ne sont pas très dynamiques. Et donc c'est pour ça que moi j'avais insisté sur, si vous voulez maintenir la retraite à 62 ans, et qu'on vous dit qu'il faut financer, bah voilà, ça fait à peu près 1 point et demi de cotisation, employeurs et salariés à partager. Mais voilà. Et donc d'accepter ça, d'accepter y compris de se positionner par rapport à ça en disant c'est trop, c'est pas assez. Parce que si on est dans une réponse, on a un truc magique, on a une taxe sur les riches, on a une taxe robot, etc. En réalité, bah, c'est extrêmement facile derrière de dire bon ben ça on va pas le faire. Et puis finalement on resserre et on va jouer sur le déficit qui se crée sur la protection sociale. Déficit qui ne se crée pas, comme tu l'as dit au début, par un dérapage des dépenses. Il se crée d'une part par des fuites dans l'assiette du côté de la protection sociale, c'est-à-dire qu'on crée des fuites, mais surtout, il se crée très naturellement parce que les besoins sont dynamiques, il suffit de maintenir les recettes à leur niveau et il y a un déficit qui se crée. Donc, si on veut organiser un débat sur le financement de la protection sociale, c'est de dire les besoins sont comme ça, les recettes sont comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être faire la moitié du chemin. Voilà.
Voilà ma proposition de cadrage. Bah, tu vois, nous, par exemple, au moment de la réforme des retraites, à un moment, on disait, bah, et si on demandait l'avis aux gens? On pourrait leur dire, on regarde combien ça leur coûte par mois. Vous préférez quoi? Payer 15 € de plus par mois et partir à 62 ans? Ou ne pas payer 15 € de plus par mois et partir à 64? Ça, à peu près, ça fait partie des questions où on connaît la réponse. C'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui auraient dit, moi je pars à 64, mais je vais économiser 15 € par mois. La plupart, même si on nous disait ça en fait, si on nous disait ça, bah on aurait dit oui. Voilà. On aurait dit oui, et pourquoi pas? En laissant le choix aux gens individuellement? Non, tu fais un référendum, Ah oui, d'accord. et cette fois-ci, tu écoutes le résultat. Et donc, suis du coup... non, mais pour le coup, non, de se dire, bah, c'est un choix de société, demandons le choix à la société. Et plus simplement qu'un pur référendum qui dit pour ou contre cette réforme des retraites, on pourrait dire, voilà, quelque chose, est-ce que vous préférez ça ou ça? Parce que sinon, on a aussi un discours, moi, le truc que je déteste entendre de la part de nos politiques, c'est nous n'avons pas le choix. Bah, c'est pas vrai d'abord, parce que des choix, on en a plein. Il y a plein de leviers possibles. On a évoqué des sujets dans un sens ou dans un autre. Il y a des choix. On ne peut pas dire nous n'avons pas le choix. C'est juste on refuse certains choix. Là, tu as évoqué le Premier ministre qui dit moi, on a déjà un niveau de prélèvement, donc on ne peut pas toucher à ça. On peut, juste on ne veut pas. Enfin voilà, simplement, cette question-là, moi je pense aussi c'est l'honneur du débat public et de la qualité des échanges qu'on peut avoir de se parler sincèrement. Et on peut très bien dire, il y a des difficultés dans certaines entreprises, mais par ailleurs, moi j'ai entendu aussi quelque chose aujourd'hui qui me plaît assez, qui est que il y a une petite différence dans notre économie, c'est que à un moment, le système d'actionnariat servait à financer des entreprises pour qu'elles tournent. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'appartiennent plus. Alors, à vous, par exemple, au patron qui l'a créé ou à d'autres, ni même à leurs successeurs, mais à juste des actionnaires qui ne sont pas intéressés dans la pérennité de l'entreprise. Ils sont intéressés juste dans le cash qu'ils vont récupérer chaque année. Et ça, ces actionnaires-là, au lieu de financer les entreprises, ils pompent l'argent des entreprises, c'est-à-dire les salaires, la formation, l'investissement, la recherche, et qu'à un moment, il faudrait quand même qu'on se pose autour de la question de comment on peut financer les entreprises autrement que par un système d'actionnariat. Enfin, je sais, désolé, il ne m'a pas répondu depuis, mais en l'occurrence, je me dis, il y a peut-être d'autres choses, parce que sinon, on se rend bien compte. Moi, j'ai bossé dans une multinationale. Voilà, j'ai bossé dans une multinationale et je vois le mal que ça fait. En l'occurrence, on nous a laissé le choix entre à qui on donnait des primes, parce qu'on avait doublé le bénéfice, mais on avait diminué ce qu'ils appellent l'EBIT, c'est-à-dire le pourcentage de réussite. Voilà. Et pourtant, on avait doublé le bénéfice. Et donc, c'est là où le système, on va dire, financier, n'a plus rien à voir avec l'économie. Et que du coup, on fait du mal à tout le monde. Si en plus, les actionnaires des entreprises françaises sont d'un peu partout dans le monde et n'ont aucun intérêt, c'est-à-dire que vous, vos salariés, vous les voyez. Ah oui. Donc vous savez... On va même leur dire bonjour le matin. Oui, voilà. Et donc vous savez, voilà, il y en a d'autres, c'est juste des lignes dans un tableur Excel. Alors ça, on connaît ça dans la fonction publique d'État notamment, ou dans les grosses fonctions publiques où c'est que des tableurs Excel. Mais en l'occurrence, il y a aussi voilà, ce genre de choses-là où quand on enlève l'humain, et je crois que la financiarisation enlève l'humain de ces sujets-là. Par rapport à ce que vous dites, enfin, juste pour info, je me rappelle que je suis R22090. Je travaillais dans un grand groupe national qui est plus de ce monde aujourd'hui, qui a été racheté par des Américains et qui a été liquidé ensuite. Voilà. Quand vous receviez un courrier, en haut à gauche, vous étiez R22 quelque chose. Et donc c'est vrai que c'est vraiment très motivant de recevoir ce genre de courrier. Il y a des visions différentes. Vous avez vous parliez aujourd'hui d'organisations qui aident les entrepreneurs qui veulent démarrer ou qui veulent reprendre. Vous avez des réseaux comme France Initiative, vous avez des réseaux comme le réseau Entreprendre, qui sont en fait des gens qui adhèrent, donc en tant qu'entrepreneurs, qui vont payer une adhésion, qui derrière vont faire des entretiens avec le futur, le créateur ou le repreneur. Derrière, vous avez tout un conseil et un système de parrainage qui se met en place, et la personne, en fait, va avoir tout simplement un prêt plus facilement auprès des organismes bancaires, puisqu'il y aura un effet levier qui va se passer. Mais in fine, le prêt, il faudra le rembourser, mais avec un accompagnement. Et c'est à bien des égards, je trouve que ça, c'est une bonne solution. C'est un peu comme ce que tu disais sur le prêt garanti par l'État, d'une certaine manière, une forme de financement des entreprises qu'elles devront rembourser, mais pas des actionnaires, parce que ça dure plus longtemps les actionnaires. Non, à rembourser. C'est plus cher en fait. Je crois. Ouais. Non mais après à voir, mais je pense qu'il y a aussi il y a vraiment des systèmes où on voit que c'est une pompe en fait et que ça enlève de la ressource. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de répartition.
du capital créé par la structure. La problématique, et je conclurai là-dessus, moi, de fond, c'est que je redisais tout à l'heure, la vérité et post-vérité, c'est qu'on nous inonde de chiffres, on nous inonde de théories, mais réellement, on ne décortique pas. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le problème de fond. Il faut qu'on soit beaucoup plus critique et il faut qu'on se réunisse et qu'on discute. Il n'y a pas d'autre moyen. Et qu'on arrête de mettre les patrons et les salariés les uns contre les autres. Une boîte qui n'a pas de salariés, elle est morte. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc il faut arrêter le dogme du patron et du salarié qui en fout pas. Tout ça, ça sert à rien. On remet tout à plat et on va de l'avant tous ensemble. C'est pas évident parce que quand on entend Tax Zuckman, il y a des grands patrons qui ont beaucoup d'argent qui essayent de rappeler que c'est grâce à eux qu'il y a plein d'emplois. Alors qu'en fait, c'est grâce aux emplois qu'eux, ils ont plein d'argent. Franchement, c'est intéressant d'avoir des économistes à nos côtés. Nous, on est friands d'avoir des conférenciers parce que justement, il y a tout un tas de travail. Aujourd'hui, quand vous faites une semaine de 70 heures, vous attaquez le matin et puis la journée, elle déroule dans toute sa splendeur. Le soir, on est carpette. Et puis, c'est bien de temps en temps de se faire challenger, coacher et en disant « Tiens, gamin, t'as regardé ça ?» Alors bon, moi, gamin, on ne le dit plus, évidemment, mais d'alerter sur les points importants. Et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on devrait systématiser. Voilà. Moi, je découvre le monde de l'entreprise via mes alternants. On a de plus en plus d'alternants à l'université, dans un système qui probablement est trop cher et pose plein de problèmes économiques, notamment de remplacer des emplois par des étudiants. Mais effectivement, ça nous donne à nous, parce qu'on encadre des étudiants en alternance et à eux, parce qu'ils sont rémunérés et parce que ça leur fait une première expérience professionnelle, des points d'entrée vraiment intéressants. En tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les deux parce que voilà, ça nous permettra de continuer à réfléchir. Et si vous avez des trucs à nous faire lire, on fera tourner auprès des militants de notre région. Du coup, on va vous raccompagner parce qu'on va parler de nos sous à nous et ça ne nous regarde que nous. Merci à vous. Merci.